Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Lamine Medri et je vous souhaite la bienvenue à Contact Algérie. Aujourd'hui, je reçois Monia Mazir, une autrice canado-tunisienne, pour parler de son livre Histoire des racines, paru aux éditions David. Monia est très connue dans la place publique, notamment à Ottawa et au Canada. Elle est connue pour ses interventions à Radio-Canada et ONFR+. Elle a écrit plusieurs livres, notamment le roman Farida, qui a été qui a gagné le prix du livre d'Ottawa. Et elle a aussi un essai écrit en anglais, Gendered Islamophobia, My Journey with a Scarf, qui a été finaliste en 2023 au prix littéraire du gouverneur général. Donc, merci d'avoir accepté l'invitation. Mais merci de m'avoir invité. Le livre est très intéressant. J'aimerais commencer par le rapport à la langue parce que c'est le but initial. Donc, ton approche, c'est de s'approprier la langue française. Donc, quelle est l'intention derrière cette démarche-là de s'approprier la langue? C'est une démarche à la fois, je dirais, de résistance, mais aussi c'est une démarche aussi post-colonialiste dans le sens où j'ai grandi avec la langue française, vu que je suis née en Tunisie, vu que c'est quand même la langue qui était considérée, surtout à l'époque de mon enfance, comme la langue de l'élite du pays, c'est-à-dire la langue qui ouvrait les portes, la langue des sciences, de la politique. Donc pour moi, c'est comme vraiment j'ai grandi avec un certain mirage qui a fait que plus tard, j'ai découvert que ce n'était pas tout à fait vrai. Il y avait un peu de vérité, mais ce n'était pas tout à fait vrai parce que en étant une Tunisienne qui a choisi d'aller vivre dans un pays francophone comme le Canada et de venir ici et aussi d'avoir une certaine identité musulmane visible, je n'étais pas toujours acceptée, et donc finalement cette langue que j'ai acceptée, que j'ai adoptée moi-même, que j'ai aimée, n'a pas ce même rapport, où les gens qui utilisent cette langue-là ou peut-être qui ont ce rapport de force de l'utiliser n'ont pas le même rapport avec moi, et donc c'est pour cela que je me suis dit je vais écrire un livre avec des mots que je vais leur donner une histoire qui peut-être me ressemble, qui s'approche beaucoup plus de moi que celles qui sont racontées sur moi. Intéressant. Donc quand vous parlez dans nos pays d'origine, justement, il y a un concept en sociologie, je pense que ça s'appelle la diglossie linguistique. Diglossie linguistique, et justement, le français est comme au-dessus de toutes les langues. Donc si on parle français, on a un rang supposé, un rang social dire élevé, mais une fois que vous êtes ici, c'est la langue qui vous a permis qui vous a permis de venir au Canada. Mais une fois que vous êtes ici, vous vous rendez compte que cette langue, elle est aussi un moyen qui vous donne une image qui n'est pas la vôtre. Donc vous parlez d'altérité. Qui m'exclut. Qui vous exclut. Oui, qui m'exclut. Mais aussi, je me suis rendu compte, vu que j'ai étudié la finance, et que ce n'est pas vraiment la langue des sciences, par exemple. Donc, on a vécu avec un mythe, celui du français partout, mais aujourd'hui, quand je suis, en fait, pas aujourd'hui, mais il y a quelques années, quand je suis arrivée au Canada et que je suis allée à l'école, par exemple, de commerce, je me suis rendu compte qu'on doit lire en anglais. Et donc, c'est une langue aussi qui vit avec un certain passé, avec un certain, je dirais, il y a un mythe qui est attaché à cette langue-là, qui est aujourd'hui, finalement... qui n'est plus valable, qui n'est plus aussi vrai qu'il était auparavant. Est-ce que vous partagez le sentiment en Afrique du Nord actuellement? Il y a un peu une campagne de défrancisation, si on peut dire ça. Il y a beaucoup de pays, notamment la Tunisie et l'Algérie, qui essaient d'opter plus vers l'anglais. Notamment, par exemple, dans les aéroports, là, vous trouvez des affiches en arabe et en anglais, pas en arabe et en français. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne approche?
Écoutez, moi, je pense mon rôle, ce n'est pas de dire que c'est bon ou c'est mauvais, c'est une constatation, et c'est vrai, c'est une constatation importante, mais je pense que c'est un peu l'état du monde dans lequel on est, c'est un peu le fait que l'anglais est devenu la langue avec laquelle, non seulement du commerce, mais aussi la langue de la guerre, la langue des sciences, la langue du YouTube, des médias sociaux. Et donc, que les gouvernements fassent l'effort de s'ouvrir vers cette langue-là ou qu'ils ne le fassent pas, les gens ont déjà fait le choix pour aller vers l'anglais. Et donc, je pense que c'est un effritement, malheureusement, du pouvoir de la langue française. Et c'est un bouleversement mondial. Et donc, les gouvernements ne sont là que pour peut-être diriger un peu plus, mais les gens ont déjà choisi. Donc, est-ce qu'on a le même problème avec les autres langues? Parce que le français, on a l'impression, peut-être vu le bagage colonial que la langue véhicule aussi, mais est-ce que, par exemple, les gens qui viennent du Pakistan, les gens de l'Amérique latine, ce sont des hispanophones, est-ce que la langue espagnole ou anglaise a le même problème ou c'est juste le français qui est un peu, on va dire, habité par une... On va parler peut-être dans votre cas avec l'expression de la religion, habité par un laïcisme ou par une idéologie qui serait peut-être, comme vous avez dit tout à l'heure, qui exclut l'autre, ou est-ce que c'est aussi le cas des autres langues? En fait, je pense que c'est un débat qui est assez ancien. Donc, je ne pense pas que ce que je suis en train de faire avec ce livre-là, c'est-à-dire s'approprier une langue qui m'a été, veut pas, un peu imposée par des circonstances, par mes parents, par aussi des circonstances, le temps auquel je suis née. Mais je pense que c'est une ancienne question qui a habité des auteurs qui ont vécu dans des colonies, dans des anciennes colonies, comme par exemple le cas de Kate Biessin, qui a déjà réfléchi à cette question-là, comment écrire dans la langue du colonisateur alors qu'on est en train de s'opposer à ce colonisateur. Il y a aussi plein d'auteurs indo-pakistanais qui sont supposés d'apprendre l'anglais, la langue d'une autre grande puissance qui a colonisé cette partie du monde. Donc c'est une question, je pense, qui continue encore, qui est très très importante. Moi je ne pense pas qu'il y a un temps où il faut la poser et un temps où il faut ne plus la poser. Je pense qu'aujourd'hui, avec toujours ces mécanismes, en fait ces forces, que ce soit avec la langue, avec le modèle politique, que ce soit avec les guerres, je pense qu'on se pose toujours cette question-là. Qui sommes-nous? Avec quelle langue voulons-nous communiquer, surtout pour que les autres, ou pour que ceux qui s'appellent les autres, vont nous entendre, vont nous écouter ou vont nous comprendre à la limite? Donc pour vous, il y a les autres qui sont les dominateurs, les gens qui ont le pouvoir économique et culturel, les gens qui peuvent statuer sur notre cas, par exemple parce qu'on vient de l'étranger, il y a nous. Donc le nous, pour vous, c'est un collectif qui est assez, je ne dirais pas encombrant, mais assez étouffant parfois. Vous parlez de cercle, vous dites que le cercle parfois peut être ennuyeux. Vous parliez un peu de votre enfance en Tunisie, de l'auteur Atiya, Abdelmajid Atiya, qui parlait du nationalisme, l'histoire du Tunisien qui est parti à l'étranger. Le déraciné. Le déraciné, exactement. Mais vous dites aussi que le sortir du cercle ou sortir du troupeau a son prix. Donc quel est ce prix-là pour vous? Je crois que vous avez un peu mentionné en fait mon enfance ou certaines circonstances qui ont accompagné mon enfance, et c'est vrai que je pense que j'ai grandi quand même dans un milieu très homogène. C'est-à-dire qu'un milieu de la classe moyenne, donc économiquement homogène, linguistiquement presque homogène, culturellement aussi, et donc je n'ai pas vraiment senti la globalisation ou la mondialisation
jusqu'à ce que je suis sortie de la Tunisie. Et là où je me suis rendu compte que finalement, tout ce temps-là, j'ai vécu dans un rêve ou peut-être un cauchemar, je ne sais pas, mais peut-être j'ai vécu avec certaines idées qui ne se sont pas toujours avérées justes ou vraies. Et donc, c'est vrai que je me suis rendu compte que oui, la vie dans laquelle que j'ai vécu, dans laquelle j'ai grandi, était vraiment ennuyeuse, un peu comme on se considérait comme un peu le centre du monde, alors qu'on ne l'était pas. On est juste un joueur très très minime dans le monde. Et donc, se rendre compte de sa vraie position dans le monde, je pense que c'est vraiment une grande surprise. Et quand on arrive, et c'est juste quand on arrive ailleurs, qu'on comprend combien on était un peu comme... on nous a menti finalement. Voilà, on nous a vraiment raconté des histoires sur nous. Et donc c'est ça, venir dans un autre pays, ça vient avec un prix. Et ce prix-là, c'est-à-dire qu'on perd un peu ce confort, on perd un peu cette homogénéité, on s'en retrouve dans une vie multiculturelle qui peut paraître bonne, qui peut paraître acceptante, qui peut paraître riche, mais qui a aussi ses défis, c'est-à-dire tout à coup, je ne deviens plus la francophone, celle qui a appris le français, celle qui a pensé que peut-être le français va ouvrir les portes, mais je deviens toujours réduite à l'immigrante, à la femme immigrante qui porte un foulard. Donc, plus je mets des couches sur moi, et ça c'est un jeu de mots que je n'ai pas vraiment, j'ai pas vraiment voulu avoir l'intention de faire, mais plus je mets des couches sur mon identité, et plus je deviens un peu dérangeante. Donc on ne me comprend pas, et donc c'est un peu comme si on me met de côté, et on me fait retourner à ma position, celle de l'autre. Donc, quand vous dites, donc on sort donc effectivement, je pense que c'est le cas de tous les pays. On nous a gonflé à dose de nationalisme. On est les meilleurs partout. On a les meilleurs médecins, les meilleurs, voilà. les meilleurs pilotes. Ouais. Oui. Donc, notre culture, c'est une culture quand même collective. Donc, on fait les choses ensemble. Parfois, les gens grandissent dans la même maison, se marient. Au Canada, c'est différent. Donc, on est chacun pour soi, Dieu pour tous. Il y a le côté individualiste qui s'impose ici. Mais en étant individualiste, en vivant son individualité, j'ai l'impression que les gens... pas regrettent, mais ils redeviennent nostalgiques du passé. Donc, je ne sais pas, il n'y a pas une solution en soi, mais est-ce que, parce qu'on est immigrant, une fois qu'on part, c'est un départ malheureusement inéluctable. Donc, on perd quelque chose qu'on ne pourra jamais retrouver. Donc, moi-même, j'essaie de naviguer ces eaux-là, mais qu'est-ce que vous en pensez ? En fait, cette nostalgie, je crois, c'est un peu la maladie de la décennie, même pas du siècle, ou peut-être des dernières décennies. C'est comme si on est arrivé à un moment dans notre monde où on a tout, et je dis, c'est un peu une généralisation, mais il y a eu quand même une certaine élévation du niveau de vie général de la population mondiale. Il y a quand même un accès pas mal important pour la santé, pour l'éducation, pour une certaine infrastructure. Et donc, c'est comme si on est arrivé un peu à un moment de notre vie, de notre monde, où on s'est dit, ben tiens, on a presque tout. Et là, on regarde par derrière, ou on regarde un peu vers le bas, et on se dit, mais qu'en est-il des autres choses qu'on a perdues ? Et donc, justement, quand on parle des collectivités, quand on parle des gens qui vivaient 2, 3 familles ensemble, on regarde beaucoup à tout ce que cela de bien qui nous apportait du bien, c'est-à-dire la solidarité, les amis, la fraternité, le soutien. Il n'y a pas cette solitude.
Et c'est comme si on a oublié que aussi vivre en famille, c'était vraiment aussi difficile. C'était des disputes, c'était le chaos, c'était pas vraiment organisé, c'était vraiment parfois des disputes familiales qui font beaucoup de mal. Et donc, c'est un peu notre côté égoïste humain qui dit que là qu'on a tout, on a presque tout, on veut aussi avoir cette fraternité, on veut avoir ce soutien familial qu'on avait auparavant et on le regrette parce qu'on est devenu un peu seul. C'est un peu le prix que nous avons payé en tant que société d'accéder à la richesse, d'accéder à un certain confort, à un certain luxe, à un certain confort social, économique, aux dépens de nos relations familiales, aux dépens de nos relations humaines, aux dépens du contact humain. Et ça, c'est un peu malheureux. Donc, c'est un peu comme si on voulait vraiment arriver à ce point-là et on s'est rendu compte qu'on a vraiment perdu beaucoup d'autres choses dans le chemin. D'accord, donc la culture actuelle, par exemple, d'optimisation de soi, de développement personnel, est axée trop sur la personne, sur le développement. Donc, je vais avoir des diplômes, je vais avoir un job, je vais avoir un meilleur job, une maison, une plus grande maison. Mais en faisant cela, il y a la vie passe. Donc, c'est ça, la vie passe et on n'est pas... On n'est plus en contact avec nos partenaires, on n'est plus en contact avec nos enfants, on n'est plus en contact avec notre famille. On n'a pas le temps pour faire tout cela et donc on continue à vouloir finalement s'accrocher à cette utopie qui nous dit qu'on va avoir à un certain moment, on va tout avoir. Et donc l'individu finalement se rend de plus en plus compte que c'est vrai qu'on nous a donné des moyens pour devenir puissant, mais on n'a jamais été aussi vulnérable qu'aujourd'hui dans notre solitude, dans notre individualisme, dans notre vraiment quête de qui sommes-nous, qui suis-je. Et donc c'est pour cela que justement j'écris ces histoires-là qui vraiment posent cette question, qui sommes-nous en tant qu'individu mais aussi en tant que société. D'accord, donc il y avait une partie justement en parlant d'identité. Donc vous venez de l'Afrique du Nord, vous êtes votre prénom de famille Mazir, donc je suppose que vous êtes berbère. Vous parlez arabe, arabe dialectal, tunisien, vous parlez français, vous parlez anglais, donc on ne sait pas donc, sur quel axe se reposer pour dire que je suis ce que je suis. Donc vous avez plusieurs aspects, plusieurs facettes à votre identité. Comment vous jonglez entre toutes ces... Donc il y a une partie qui s'appelle jongleuse. Comment vous jonglez entre tous ces aspects de votre identité? C'est vrai. C'est vrai que c'est quand même une jongleuse, ça prend des quilles, ça prend, pour moi ça prend des identités, ça prend parfois des descriptions, des titres, des adjectifs. Et comment je le fais? Je pense que c'est tout à fait normal. Il y a certains moments dans notre vie où une partie de notre identité va prendre un peu le dessus sur l'autre. Pendant des années, mon identité de mère a pris beaucoup le dessus sur ma vie, c'est-à-dire que j'emmenais mes enfants, j'étais beaucoup plus proche de mes enfants qu'aujourd'hui, arrivé à l'âge adulte, mes enfants quand même sont plus indépendants et donc je m'identifie encore aussi en tant que mère, mais pas autant qu'auparavant. Il y avait une période dans ma vie où, par exemple, il fallait que j'accepte que je sois musulmane et que je l'affiche. Et donc, ça devrait être, quand j'avais l'âge de 20 ans, j'ai pris la décision de porter un hijab. Et donc, c'était très important pour moi, le fait de m'affirmer en tant que femme musulmane et de me l'affirmer en public. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins important, je me dis, il y a beaucoup plus d'autres choses. Donc aujourd'hui, c'est beaucoup plus, je dirais... Donc je jongle et il y a des moments où je trouve cet équilibre-là. Et donc, il y a une identité qui prend le dessus, qui vraiment s'accapare de moi.
Et il y a des moments où je me sens beaucoup plus en sérénité, je me sens beaucoup plus, je n'ai rien à prouver pour les autres. Ouais. Donc c'est ça, c'est quand même, c'est des hauts et des bas, c'est des moments d'équilibre et c'est des moments de déséquilibre, pour reprendre cette métaphore de jongleuse. On n'est pas toujours en équilibre. Il y a beaucoup de moments où je tombe par terre, où plusieurs de mes identités ne vont plus se retrouver, et des moments où je me sens beaucoup mieux avec toutes ces identités-là. Donc, tout à l'heure, on parlait justement d'individualisme. Peut-être cette recherche perpétuelle d'identité n'est-elle pas peut-être le symptôme qu'on se sent mal tout seul, parce qu'avant on avait une identité collective qui était assez forte, qui parfois nous écrasait, mais quand même nous donnait un certain confort, une certaine puissance qu'on tirait de la collectivité. J'aimerais amener un point, parce que nous, on est même si on est canadien, c'est une terre d'accueil, on est venu ici par choix. Est-ce que ce manque-là qu'on ressent n'est pas dû peut-être à une double absence? C'est un terme que j'utilise de Abdelmalek Sayad, c'est un sociologue algérien qui utilisait par rapport aux travailleurs algériens dans les années 70 en France. Peut-être, est-ce qu'on est absent dans la société d'accueil? On travaille, on paye nos impôts, mais dans le sens, on va dire, existentiel. Est-ce qu'on fait partie de cette société? Est-ce qu'on fait partie du tissu social? Est-ce que nos histoires, comme vous faites actuellement, vous vous appropriez la langue, vous essayez de donner votre version des choses, votre réalité? Est-ce qu'il y a une double absence que l'immigrant... Moi, je ne pense pas qu'il y a une absence physique. On est là pour rester. On est des familles, on est des collectivités, on est des individus, donc on est là. Et comme vous l'avez mentionné, on a fait un choix délibéré pour venir ici. On a voulu quitter nos terres ancestrales pour venir s'installer sur ces terres d'accueil. Et donc on est là, on n'est pas absent. Mais c'est vrai que dans le narratif ou dans l'imaginaire peut-être canadien, on est juste en train de contribuer à ce grand imaginaire-là qui a vu d'autres peuples, d'autres communautés arriver. Et donc, on commence à peine à écrire nos histoires dans le collectif. Donc, je ne dirais pas qu'on est tout à fait absent, mais c'est vrai qu'on est... disons, parfois invisible, ou on est juste une minorité. Donc on est vraiment au début, on est à des balbutiements. Et ces balbutiements, il ne faut pas les négliger. Ils sont là. Les Arabes sont au Canada depuis le 19e siècle ou le début du 20e siècle. Les musulmans un peu plus récemment. Et donc les Maghrébins, les Nord-Africains sont arrivés dans les 20-30 dernières années. Donc on est là, on n'est pas... Mais ça prend du temps pour écrire notre histoire commune. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a les téléphones cellulaires, on peut prendre des photos, on peut vraiment s'approprier cet imaginaire-là, on peut le dessiner, mais c'est vrai que pour l'écrire ensemble, pour le dessiner ensemble, ça prend des artistes, ça prend des journalistes, ça prend ça prend des politiciens, ça prend des historiens, ça prend des écrivains, et donc ça se fait de petit à petit, mais ça se fait. Je suis certaine que c'est comme on est là pour écrire cette histoire ensemble. Et participer à la vie publique canadienne. Tout à fait. Donc, est-ce que vous pensez qu'on est un peu pas trop visible actuellement dans la scène médiatique et politique, culturelle? Ça dépend comment est-ce qu'on veut mesurer cette visibilité-là, d'accord? Donc, si on veut la mesurer avec les photos ou avec les organisations ou avec les politiciens, c'est vrai que, bon, c'est encore un peu, disons, embryonnaire ou un peu à un stage primaire. Mais, comme je vous l'ai dit, on est déjà là, dans les statistiques, on existe, on est là depuis vraiment longtemps, avec la communauté arabe, avec les vagues successives d'immigration de pays musulmans, de vagues successives de l'Afrique du Nord, de l'Afrique de l'Ouest, de la francophonie qui est arrivée. Donc je pense que, sauf que
Sauf que, et là pour retourner à votre question du départ, c'est-à-dire cette langue française, cette francophonie qui nous accepte mais aussi qui nous exclut parfois, qui nous accepte pour la langue que nous parlons, mais qui nous exclut parfois pour les prénoms que nous portons, pour la couleur de la peau, pour le faciès, donc pour le genre d'habit donc qui veut nous homogénéiser, qui veut nous rendre pareil, alors que c'est sa diversité. C'est pour cela que j'écris des histoires très diverses. Et donc, pour revenir à cette question-là de cette langue, je crois que cette langue est restée quand même parfois figée dans un certain temps, avec une certaine dynamique du dominateur et du dominé, alors qu'aujourd'hui, c'est le dominé qui rend cette langue beaucoup plus vivante. Regardez en France, il y a plein de mots dans la langue française qui sont rentrés, qui sont utilisés aujourd'hui par les jeunes, qui sont cool, qui sont vraiment... et qui sont d'origine maghrébine, nord-africaine. Donc on est là, on existe, mais parfois il faut faire beaucoup de bruit pour qu'on nous entende. Bah écoutez, merci beaucoup, merci pour ces mots. Donc, je vous rappelle le nom du titre, donc Histoire de Racine, paru aux éditions David. On vous remercie pour votre écoute et on vous dit à très bientôt.